soir, bien entendu sans crier victoire, les amis de Georges Tron doivent se réjouir du réquisitoire rendu par le parquet d'Évry dans l'affaire Tron justement et qui va vers un souhait de non-lieu en ne retenant pas les accusations de viol qui avaient amené, on s'en souvient, le maire de Draveil en justice. Le point Audrey Coll. L'affaire Georges Tron serait-elle sur le point de s'éteindre? C'est en tout cas l'avis du parquet qui hier a rendu un réquisitoire de non-lieu dans ce dossier. Pour l'avocat de Georges Tron, c'est un début de satisfaction, ainsi que pour son client. On peut deviner que Georges Tron a été satisfait de voir que son cauchemar avait toutes les chances de finir. Vous savez qu'il s'agit de réquisition, le dernier mot reste au juge d'instruction. C'est en mai 2011 que l'affaire Georges Tron débute. Virginie Faux et Eva Laubrieux, deux anciennes employées de la mairie, portent plainte pour harcèlement sexuel contre le maire de Draveil et sa collaboratrice Brigitte Goël. Une plainte depuis requalifiée en viol et agression sexuelle en réunion par le parquet. Les juges d'instruction ont fait un travail énorme et le parquet a fait une analyse qui prend en considération tous les éléments du dossier. Donc je vois mal comment une autre interprétation pourrait être faite. Mais c'est à présent aux juges d'instruction de rendre leurs conclusions. Ils pourront soit suivre les réquisitions du parquet et prononcer un non-lieu, ou bien ordonner le renvoi aux assises ou en correctionnel des mises en examen. Tout autre chose, lors des dernières législatives, Thierry Mandon, l'ancien maire de Ris-Orangis, avait ravi, on s'en souvient, à Georges Tron, son siège de député de la 9e circonscription. Thierry Mandon, qui ce soir, à Draveil, va tenir une réunion publique, le porte-parole du PS à l'Assemblée nationale, en faisant le bilan de l'action du gouvernement, un an après l'élection du chef de l'État, va également recueillir les attentes du public en répondant avec d'autres élus aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le temps, l'été arrive. Comme chaque année, les entreprises vont bien devoir remplacer les salariés qui partent en vacances. De nombreux postes sont donc à pourvoir. Pour faciliter les rencontres entre recruteurs et chasseurs de jobs estivales, un forum se tenait toute la journée en mairie d'Évry. Alors les clés pour, si je puis dire, cartonner lors de son entretien d'embauche avec Maxime Lemaine. Samira a 21 ans. À la rentrée, elle se lancera dans un BTS en alternance, mais en attendant, elle cherche un job d'été. Dans les grandes enseignes comme IKEA, comme Brico Dépôt ou dans l'administration pour les vacances d'été, pour avoir un petit peu de sous. Avant de passer son entretien, Samira s'est intéressée à l'entreprise pour laquelle elle postule et c'est semble-t-il plutôt sûr d'elle qu'elle se présente au recruteur avec sa lettre de motivation et son CV. Un document pas toujours au point chez les candidats, heureusement Jamila est là pour les aider à valoriser au maximum leurs compétences. Il y a des bons CV, on a des bons CV assez complets. Parfois c'est l'ordre qui est un peu à remettre parce que ce qui est important en fait sur un CV, c'est de mettre en avant le plus important, soit l'expérience professionnelle qui est récente, soit la formation puisque sur le poste on va nous demander exiger le diplôme exigé, donc ça sera quelques retouches pour certains et pour d'autres effectivement c'est tout à refaire. Selon Jamila, de nombreux jeunes ont besoin d'être rassurés face à leur futur employeur. Le marché du travail est rude et même pour un job d'été, la présentation fera la différence. On doit d'abord être naturel et savoir adopter les codes de communication de l'entreprise, c'est-à-dire savoir être professionnel. Parce que quand on recherche un emploi ou un job d'été, la principale motivation sur laquelle l'entreprise va vous recruter, c'est le savoir-être. Parmi les recruteurs, des grands noms de l'industrie, des services et des collectivités. Les jobs proposés vont de la préparation de commandes au téléconseil en passant par l'animation. 2000 offres sont à pourvoir, le plus souvent sans expérience spécifique pour des remplacements sur la période estivale. L'écocide de la Sémardelle. Il y a certes le gigantesque centre de stockage, mais le groupe poursuit sa politique d'ouverture en organisant des journées portes ouvertes. L'occasion pour les particuliers de découvrir le modernisme du centre de tri automatisé des déchets ménagers recyclables. Cela fait partie de l'opération départementale Essonne Verte. Alors l'objectif, c'était de montrer aux habitants de l'Essonne, puisque c'est dans le cadre d'Essonne Verte, Essonne Propre, comment notre entreprise, la Sémardelle, valorisait leurs déchets. Alors nous avons fait visiter le centre de tri automatisé de déchets ménagers recyclables, où les déchets apportés par les habitants, triés par les habitants dans leurs poubelles jaunes, sont retriés en partie par des machines automatiques pour créer de nouvelles matières premières, que ce soit du carton, du plastique, de la ferraille,
toutes les matières utilisables et recyclables pour faire de nouveaux produits. Hier, vers 6h45, un poids lourd roulait sur la Nationale 20 à hauteur de Linas, en direction de Paris, quand soudain, il a pilé à un feu orange. Motif, la présence d'un radar, alors qu'il flash les automobilistes passant au rouge. Derrière lui, le carambolage entre un autre camion et une voiture. Résultat, un blessé léger et une polémique sur l'utilité de ce type de radar. Pour le maire de la commune, c'en est trop. Il suit ce dossier depuis maintenant plusieurs années et il craint d'autres accidents, cette fois beaucoup plus graves. Aurélie Colombel. Un radar contre-productif. En tout cas, c'est ce dont l'accuse François Pelletan, le maire de Linas. Depuis son implantation en 2010, les collisions ont plus que doublé. Depuis, il n'a cessé de provoquer des accidents. Des accidents de tôle froissée jusqu'à maintenant, sauf hier où il y a un élément nouveau qui est arrivé, c'est-à-dire que c'était un camion et il y a eu un blessé léger. Ce qui, je pense que les problèmes vont crescendo et qu'il faut absolument réagir. Par le passé, le maire a écrit au ministre et au préfet pour supprimer le radar. Sans réponse, il a décidé, après l'accident, d'en référer au tribunal administratif. Les automobilistes rencontrés ce matin comprennent l'intérêt de ce dispositif, mais trouvent qu'il mériterait d'être mieux signalé. Tout le monde le grille de toute façon, ce feu-là. Ça évite pas mal de grillage, parce que ici, c'était leur spécialité. La disposition des détecteurs au sol est mal faite. Il passait très rapidement du orange au rouge, et donc beaucoup de gens se sont fait avoir. Pour diminuer l'accidentologie, la mairie place régulièrement des policiers au niveau des feux. Et François Pelletan réitère sa demande, désinstaller les 2 radars au niveau des feux tricolores sur sa commune. Supprimer les petites pièces en euros, c'est ce que la Commission européenne envisage. Les 1 et 2 centimes pourraient donc disparaître. La Commission européenne va lancer une grande concertation avec les États membres, avec les banques centrales et les associations de consommateurs. Alors que pense-t-on en Essonne de cette possibilité de disparition? Je pense que les pièces de 1 et 2 centimes sont très difficiles à prendre dans le porte-monnaie. Pour les gens déjà qui ont des lunettes comme moi. Disons que ça va tout arrondir et ça va faire l'augmentation. Quand c'était des pièces de 1 centime en francs, bon, ça faisait 15 centimes, et maintenant en euros, ça fait 12, 15 centimes. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui les utilisent. Et puis ça permettra d'arrondir les prix aussi, donc ça fera marcher l'économie. Les pièces de monnaie, ça gêne un peu dans les portefeuilles, mais bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si on les supprime, ça va faire passer les prix à un quota supérieur, puisque les commerçants vont arrondir, et je ne pense pas que dans la conjoncture actuelle des choses, 1 centime, 2 centimes, ça paraît pas grand-chose, mais additionner les uns aux autres, ça fait beaucoup. Voilà, ça peut faire beaucoup pour certains ménages. À mon avis, 20 centimes, 10 centimes, 50 centimes, ça suffira. Je pense que c'est une bonne chose, pourquoi pas, parce que généralement les pièces de 1 et 2 centimes, on les reste au fond des poches, et puis on les met dans un petit bocal ou je sais pas quoi, dans un petit cochon, et puis voilà, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Alors pour l'heure, 4 options sont avancées. Maintenir ces pièces dans la zone euro, réduire leur prix de revient, les éliminer définitivement ou les faire disparaître progressivement après arrêt de leur production. Sachez enfin qu'en ce moment, à l'ambassade de Suède à Paris, les élèves essonniens du lycée Geoffroy Saint-Hilaire sont en train de recevoir le premier prix Action Terrain d'un concours international des jeunes de 15 à 20 ans intéressés par les enjeux de la protection, de l'utilisation et du partage de l'eau. Ces élèves espèrent remporter le prix Nobel de l'eau junior et ce sera en septembre prochain à Stockholm. Les lycéens essonniens ont créé un capteur de chlorophylle qui permet de suivre les variations de l'ensemble des matières organiques d'origine végétale. Et le capteur s'appelle très sérieusement le détecteur pour sauver Maurice, le poisson rouge. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.